Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve à la MDEJ avec Madame Bérangère Dupont, qui est directrice de la structure et formatrice sur les questions de cyberharcèlement. Bonjour. Bonjour. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer ce qu'est la MDEJ? La MDJ, c'est la Maison des droits des enfants et des jeunes. On propose des permanences d'information juridique gratuites pour tous les jeunes, donc avec un juriste et un professionnel du social pour avoir un accès aux droits en général. On a aussi des ateliers de sensibilisation sur plein de thèmes qui concernent la justice et le droit et le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Très bien, on précise également qu'on est à Toulouse, je l'ai pas dit au début. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très actuel et d'importance un peu première, puisqu'on va parler de cyberharcèlement. Donc peut-être une première question, comment définir le cyberharcèlement, comment l'identifier? Alors le cyberharcèlement, comme le harcèlement scolaire, sont des propos ou des comportements répétés qui vont avoir pour conséquence une dégradation des conditions de vie d'une personne. En général, un profond mal-être. Et donc, on se rend compte que le cyberharcèlement est présent dans une multitude de sphères dans lesquelles on peut le retrouver. Alors tout ce qui va être en ligne, c'est-à-dire jeux vidéo, réseaux sociaux, mail, tout ce qui va se passer sur Internet en fait est un support potentiel au cyberharcèlement. À quel niveau on retrouve le plus de cyberharceleurs? Alors, je pense que le cyberharcèlement, il faut se dire qu'il est partout et tout le temps, à partir du moment où on est en ligne. Donc, je ne saurais pas dire où est-ce qu'il y en a le plus, mais en tout cas, il y en a partout, ça c'est sûr. Et peut-être sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo, c'est là où on le retrouve davantage. Qui est concerné par le cyberharcèlement? Plutôt les jeunes, plutôt les moins jeunes? Il y a quelqu'un qui est la cible prioritaire, on va dire, de ce harcèlement? Donc d'abord le cyberharcèlement, comme ce sera des commentaires, des vidéos, des montages vidéo, des messages sur des forums, des rumeurs, des propagations, des piratages de comptes, enfin il y a vraiment une grande diversité de supports. Aujourd'hui on peut dire que tout le monde est susceptible d'être exposé. On sait que les dernières études montrent que 40% des moins de 50 ans avaient déjà vécu du cyberharcèlement en ligne. Donc, et on sait que 22% des jeunes de 18 à 24 ans en ont connu aussi. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement courant. Si on n'est pas concerné personnellement, on connaît forcément des gens qui sont concernés. Et on sait aussi que notamment tout ce qui va être cyberharcèlement à connotation sexiste va concerner davantage les femmes et les filles. Quelles sont les conséquences du cyberharcèlement, les conséquences directes sur une personne? En général, c'est une dégradation des conditions de vie d'une manière générale. Alors ça peut être un mal-être, de se sentir intimidé, mais ça peut aller jusqu'à la dépression et voire des pensées suicidaires. Quelque chose à pas prendre à la légère. Comment on identifie le cyberharcèlement? C'est-à-dire, je côtoie des personnes au quotidien, comment je peux me rendre compte que quelqu'un est cyberharcelé? Déjà, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences visibles, mais pas forcément. Donc, il faut faire attention à ça. Il peut y avoir effectivement un mal-être qui est exprimé, et donc ça peut être un indicateur. Ça peut être aussi des troubles du sommeil, de l'alimentation, enfin différentes manifestations de mal-être. Mais en général, ce qu'on voit, c'est surtout des insultes, des menaces, et c'est là où il faut intervenir, parce qu'en fait, il suffit qu'une personne soit la cible de plusieurs menaces ou insultes ou d'attaques diverses et variées pour qu'on parle de cyberharcèlement. Comment on réagit face à ces attaques, à la fois en tant que témoin et à la fois en tant que victime? Alors, il existe beaucoup de ressources. Bien sûr, des associations comme la nôtre permettent de recevoir les personnes pour identifier si c'est du cyberharcèlement et de pouvoir accompagner dans les démarches pour y mettre fin. Mais il existe plusieurs façons. D'abord, sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne, aujourd'hui, il y a une grosse mobilisation, ce qui fait qu'on peut dénoncer toutes les agressions qu'on subit sur les réseaux. Donc déjà, on parlait à la plateforme pour faire stopper les attaques. Ensuite, il existe une plateforme qui s'appelle NetÉcoute et qui permet de pouvoir avoir à la fois un numéro vert et un site internet de ressources pour pouvoir dénoncer. Et enfin, pour notamment les actes les plus graves, il y a une plateforme qui s'appelle Pharos et qui permet de dénoncer tous les contenus illicites sur internet et des interventions de la police à chaque fois que c'est nécessaire, et notamment pour faire supprimer des contenus.
Donc beaucoup finalement de structures pour nous aider à réagir. Toutes ces structures, vous pouvez les retrouver sur la page internet du Toulouse Université Club où on ressource voilà, tous les numéros utiles face à ces problématiques. Et justement, la place des réseaux sociaux dans le cyberharcèlement, est-ce que ça augmente le danger? Alors forcément, plus on est actif et plus c'est le cas. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet, encore une fois, une diversité de moyens d'action. La propagation de rumeurs, l'usurpation d'identité, le piratage de comptes, ça, ce sont des choses qui sont souvent propres aux réseaux sociaux. Du fait que ça serve justement à faciliter la diffusion d'informations, eh bien, ça peut engendrer plus de harcèlement. Et puis d'un point de vue légal, le cyberharcèlement est toujours une circonstance aggravante par rapport aux autres formes de harcèlement, justement parce que à la fois ça ne laisse pas de répit et que la diffusion peut être massive et rapide, même s'il faut considérer que le droit a un temps de retard par rapport au phénomène. Et donc aujourd'hui il existe des actions, des possibilités d'agir légalement, mais c'est vrai qu'elles sont récentes et méconnues. Et par rapport au cyberharcèlement à l'école ou dans le milieu scolaire en général, est-ce que ça engendre une difficulté particulière pour le repérer, pour y réagir? Alors la première difficulté, c'est que souvent ça se passe à l'abri du regard des adultes ou des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir aider. Et donc c'est vraiment en mobilisant les camarades de classe, les copains, les copines qui peuvent aider à identifier qu'on arrive à lutter contre le cyberharcèlement. Ce qui est très difficile, c'est que ça ne s'arrête jamais dans le sens où ça ne laisse pas de répit à la victime. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cyberharcèlement, la particularité législative, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une seule personne qui fasse plusieurs attaques. Il suffit que du point de vue de la victime, eh bien, il y ait un groupe qui s'acharne sur elle et donc que chaque personne agisse une fois en ayant conscience que c'est un phénomène de groupe pour que ça puisse être condamné. Peut-être pour terminer, est-ce que la loi dit quelque chose en particulier pour protéger quelqu'un du cyberharcèlement? Oui, elle dit qu'il faut dénoncer les faits et surtout qu'il faut avoir des preuves. Donc moi j'encourage tous les jeunes qui se sentent victimes de cyberharcèlement ou de harcèlement sous quelque forme que ce soit de pouvoir conserver le maximum de preuves parce qu'à un moment donné c'est ça qui pourra permettre une action en justice si nécessaire. Ok, donc ne pas hésiter à filmer, à enregistrer, à Exactement. garder un maximum d'éléments pour soi. Mm. Très bien, mais merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt sur le podcast du Toulouse Université Club.